Bonjour, bienvenue à tous, internautes, auditeurs, auditrices, sur le podcast Viprod, sur notre thème Regard sur le cancer. Je suis Célia Bonnet, animatrice pour cette interview avec notre invité, le docteur Gruet Anémone. Bonjour tout le monde. Alors docteur, aujourd'hui nous allons parler du cancer du sein. Lors de mes recherches, j'ai remarqué qu'il y avait différents facteurs au niveau du cancer, surtout celui du sein. Pour tous les cancers, j'ai envie de dire, quels sont les facteurs de risque de cancer du sein? Alors, les risques de cancer du facteur du sein, on peut retrouver le taux d'œstrogène, qui est l'hormone féminine. Donc, les femmes qui ont un taux élevé d'œstrogène, naturellement, et d'autres aussi qui sont liés à des traitements, l'hormonothérapie substitutive et parfois certaines pilules, ça peut entraîner un cancer du sein. Il y a des facteurs de risque non modifiables, l'âge. Il y a ce qu'on appelle chez nous une cloche au niveau des statistiques. Entre 50 et 74 ans, il y a plus de risque de faire un cancer du sein par rapport à l'âge. Il y a les antécédents personnels. Si une femme a déjà fait un cancer du sein, elle a plus de risque de pouvoir refaire un deuxième cancer. S'il y a plusieurs cancers dans la famille, la mère, la tante, sœur, cousine, il y a plus de risque de faire un cancer. Il y a aussi des mutations, donc la mutation BRCA, qui est un facteur de risque. Il y a des facteurs de risque qui sont modifiables, l'obésité, la sédentarité, qui est la position assise prononcée, et l'inactivité, on bouge, mais pas suffisamment par rapport aux recommandations. Il y en a d'autres, mais là, je vous ai cité les principaux. Oui, bien sûr. Alors, juste pour revenir, vous avez dit la mutation du BRCA, si je ne me trompe pas, c'est la mutation d'un gène. D'un gène, oui. On parle de génétique. Une des gènes fait partie de la génétique. De la génétique. Et qui est transmissible par la mère à la fille. De la mère à la fille, d'accord. Waouh. Mais vous avez l'air quand même assez, dans la sphère médicale, assez renseigné. Vous êtes quand même assez informé sur le cancer du sein. Je suppose que ça reste un cancer relativement commun. Entendons-nous bien, je ne vulgarise pas. Ça reste assez commun, on en entend assez parler. Là, en effet, on est dans le cas d'Octobre Rose, c'est le mois de la sensibilisation. Cependant, même s'il reste commun, est-ce qu'on observe une hausse ou plutôt une baisse au niveau de la mortalité? Alors, Célia, je vais te donner quelques chiffres. En France, chaque année, d'une façon générale, 400 000 personnes sont atteintes de cancer. 157 000 personnes en décèdent. 140 000 personnes ont un cancer lié à un facteur de risque évitable. 40% des cancers sont évitables. Concernant le cancer du sein, en 2023, plus de 61 000 nouveaux cas de cancer du sein. En France, en effet, le taux de mortalité par le cancer du sein tend à diminuer grâce au dépistage, grâce aux traitements mis en place. Néanmoins, le cancer du sein reste la première cause de décès par cancer chez la femme. Le cancer du sein reste la cause la plus fréquente de décès par cancer chez la femme. D'accord. Du coup, vous avez parlé de dépistage. À quel moment, en tant que femme, on peut recevoir son premier dépistage pour le cancer du sein? Alors, sur le territoire français, le dépistage est proposé entre 50 et 74 ans. Mais pour les femmes qui ne sont pas dans le cadre d'un antécédent familial. S'il y a des antécédents familiaux, à ce moment-là, c'est adapté par rapport à la situation précise. S'il y a une mutation génétique, ben ça va commencer bien plus tôt. Mais chez la femme qui ne présente pas d'antécédents personnels ou d'antécédents familiaux, c'est entre 50 et 74 ans qu'on doit faire une mammographie tous les 2 ans. D'accord. D'accord. Merci pour cette information.
Quand on cherche, quand on s'informe un peu sur le cancer, surtout cancer du sein, cancer du col de l'utérus, on voit que souvent, dans les facteurs, ce qui revient, et en même temps les causes, excusez-moi si j'ai pas les bons termes, on parle souvent de perturbateurs endocriniens, c'est le système endocrinien qui est perturbé, mais au final, le système endocrinien, c'est, si j'ai bien compris, c'est lui qui va produire tout ce qui est hormones. Je me trompe pas. Oui, tout à fait, tu ne te trompes pas. Donc, logiquement, ce serait l'utérus, les ovaires, les glandes endocrines ici. Est-ce que, la thyroïde, est-ce qu'on aurait un autre organe endocrinien plutôt méconnu du public? Alors, j'ai envie de te dire oui, Célia. J'ai envie qu'on puisse aujourd'hui mettre l'accent sur l'obésité et surtout sur le tissu adipeux. Donc, comme je te l'ai dit, il y a des facteurs de risque modifiables. Dans ces facteurs de risque modifiables, il y a l'obésité, la sédentarité, l'inactivité. Aujourd'hui, on sait que le tissu adipeux, ce qu'on appelle le gras, la graisse, n'est pas qu'un organe de stockage. C'est un organe aussi sécrétoire. Il sécrète des molécules qu'on appelle des adipokines. Donc, notre masse graisseuse devient un organe endocrinien qui sécrète des molécules qui ont une action dans notre organisme. Il y a plusieurs molécules, je vais en citer que 2 adipokines. Il y a l'adiponectine. L'adiponectine est une adipokine, en tout cas une molécule qui est bénéfique. Elle permet, alors c'est très technique effectivement comme terme, mais c'est pour pouvoir montrer que la science évolue. Oui. La science fait des recherches et c'est formidable de pouvoir montrer que avec l'adipokine, si tu me le permets, je vais le lire. L'adipokine va être insulino-sensibilisante avec un effet hypoglycémiant. Elle va permettre l'entrée du glucose dans le muscle et va permettre de diminuer l'effet du sucre dans le sang. Oui, parce qu'on rappelle que du coup, l'insuline, c'est une molécule qui est sécrétée dans le corps qui permet de diminuer le taux de sucre dans le sang, qu'on appelle aussi la glycémie. Absolument. L'adiponectine a une action anti-inflammatoire. Elle a aussi une action qu'on a découvert anti-cancérigène. Donc, il y a une molécule sécrétée par le gras qui a une action anti-cancérigène et qui s'appelle l'adiponectine. Cette action se produit par diminution de la multiplication des cellules cancéreuses, par blocage de la vascularisation des cellules cancéreuses et la mort de la cellule cancéreuse. Donc, cette adiponectine permet de tuer les cellules cancéreuses. À l'inverse, au niveau du tissu adipeux, donc du gras, on a une autre molécule, une autre adipokine qui est néfaste pour l'organisme. Ça fait 30 ans quand même qu'elle est connue. Ça fait 30 ans qu'on sait qu'elle est pro-cancérigène. Ça fait 30 ans qu'on sait qu'elle agit sur l'inflammation, elle augmente l'inflammation, elle augmente la vascularisation de la tumeur, donc son alimentation, donc la progression de la tumeur. Elle empêche la mort cellulaire, donc elle ne veut pas, la leptine ne veut pas que la cellule tumorale puisse mourir. Donc là, nous avons une molécule qui a un rôle clé dans le cancer du sein. Aujourd'hui, on sait très bien que la leptine favorise la survenue du cancer du sein. Donc, le tissu adipeux, organe endocrinien, endocrinien pour petite minute de latin, endo à l'intérieur, crinien, sécrétion, donc c'est les sécrétions à l'intérieur. La graisse, au final, produit l'adipokine, qui est bénéfique, et la leptine, pas très bénéfique. Alors, les adipokines sont les molécules synthétisées par le gras. Et là-dedans, il y a l'adiponectine et la adiponectine. Oui, c'est ça, c'est en in, excuse-moi. C'est ça. C'est ça. Waouh, mais du coup,
Un peu de gras, pas beaucoup de gras, puisque ça reste le tissu adipant lui-même. À Alors, quel moment? aujourd'hui, alors aujourd'hui, on sait que l'excès de gras est un facteur de risque de cancer du sein. L'excès de L'excès de gras, gras, tissu adipeux, pas l'excès de gras dans l'alimentation. l'excès de gras au niveau du corps. Donc, je parle de l'obésité. Tissu adipant. L'IMC supérieur à 30 est un facteur de risque du cancer du sein. En fait, compte, chez les sujets en état d'obésité, la, la molécule qui est bénéfique est diminuée. Donc, la diponectine est diminuée et la leptine est augmentée. Donc, quand on a un excès de gras, c'est-à-dire en nombre et en volume, il faut savoir que l'adipocyte augmente en nombre dans l'obésité, mais on augmente aussi au niveau du volume. Il y a plusieurs mécanismes qui entraînent une inflammation chronique, une diminution de l'adiponectine, une augmentation de la leptine. Alors, ces modifications, donc l'obésité, entraîne une modification du métabolisme du sucre et des lipides, une augmentation chronique de l'inflammation, une augmentation du risque de survenue des cancers, une stimulation de la progression des cancers, une résistance au traitement. On dit même qu'il y a un dialogue qui s'établit entre les cellules du gras, du tissu adipeux, et les cellules cancéreuses, les cellules du cancer. Forcément, dans la logique. L'obésité crée un environnement favorable à la survenue du cancer du sein. Bien sûr. Oh. Ça reste quand même une information assez choquante au sens littéral du terme quand on sait que le taux d'obésité en France est de plus en plus important et surtout aux Antilles, Guyane. Oh là là, excusez-moi. Et quand on parle donc de la femme, on va même préciser que l'obésité est un facteur de risque chez la femme ménopausée. Pourquoi ménopausée? La ménopause entraîne un risque de prise de poids, c'est connu. Oui. Par rapport aux troubles des hormonaux. Et donc, la femme ménopausée a tendance à prendre du poids et on se retrouve dans la tranche d'âge 50-74 ans. C'est ça. C'est ça. Donc, la femme ménopausée, l'obésité chez la femme ménopausée, donc on peut préciser, l'obésité chez la femme ménopausée est un facteur de risque de cancer du sein. L'obésité est un facteur de risque sur la survenue du cancer du sein, sur la récidive, sur la résistance au traitement. Oui. C'est quand même quelque chose. Alors, tu as précisé que l'obésité est un facteur de risque chez les femmes ménopausées. Mais pour une femme qui a eu une mère ou une tante qui aurait eu un cancer du sein, et cette jeune femme est en situation d'obésité, son obésité à elle est un facteur à risque compte tenu de son patrimoine génétique et des antécédents familiaux. Alors, tout à fait, Célia, tu as parfaitement raison. Déjà, en sachant que le risque est plus important à la ménopause, la prévention va devenir beaucoup plus importante avant la ménopause. Donc, oui, la prévention débute très tôt. Si tu sais qu'il y a déjà des cancers du sein dans ta famille, donc tu as déjà un premier facteur, il faut lutter pour que tu n'aies pas un deuxième facteur, ni avant, ni après. C'est ça. Mais du coup, un peu d'anatomie simple. Le tissu adipeux, il n'est pas directement sur l'os, il est sur le muscle. Est-ce que on aurait aussi, par hasard, je ne sais pas, découvert que le muscle est un organe endocrinien? Alors oui, Célia, mais Célia, mais tu es extrême. C'est de la logique de couche. Alors, Célia, c'est merveilleux.
longtemps considéré pour sa fonction structurale de maintien de la tête sur les épaules. Le muscle aujourd'hui est un véritable tissu endocrinien. Il a une fonction sécrétoire en mouvement, en action. Quand le muscle se contracte précisément, il sécrète des myokines. Si le muscle ne se contracte pas, là, toutes les deux, nous sommes assises, eh ben, nous ne sécrétons pas de molécules à partir de nos muscles. Par contre, peut-être qu'après l'interview, nous irons marcher. Un petit footing. À ce moment-là, à la marche, nous allons sécréter des molécules qui s'appellent des myokines. Et les myokines ont des actions, ont un principe actif sur différentes parties du corps humain. D'accord, mais quelles sont les différentes propriétés? Je sais qu'on aime bien en médecine parler de propriétés. Quelles sont les propriétés des myokines? Alors, c'est un sujet que j'aime beaucoup. Il faudrait que je puisse me limiter. Mais avec les nouvelles études, on voit que, on sait que le muscle sécrète des myokines qui ont une action anti-inflammatoire. Oui, anti-inflammatoire. Aussi, une action insulino-sensibilisante, c'est-à-dire que là, elles permettent au glucose d'entrer dans le muscle, aussi au niveau du cerveau. Et les myokines ont un effet hypoglycémiant. Ils ont aussi un effet anticancérigène. Oui. Ils diminuent la survenue des cancers. Ils diminuent la multiplication des cellules cancéreuses. D'accord. Et donc, les myokines qu'on retrouve dans le muscle. C'est bien ça. Qu'on retrouve dans le muscle et après qui vont dans le sang. Après, oui, bien sûr, après qui vont dans le sang, qui sont synthétisés par l'organisme. Donc, en fait, le muscle, donc on a l'os. Pour ceux qui nous voient sur Internet, on a l'os. Ensuite, on a le muscle. Et après, en cas d'IMC normal, une fine couche de tissu adipeux. Le muscle va sécréter les myokines qui sont hypoglycémiantes, anti-inflammatoires, donc insulinosensibles. Et à l'intérieur du tissu adipeux, on a deux molécules qui sont sécrétées. L'adiponectine, qui est comme les myokines, pardon, hypoglycémiantes, qui sont bonnes contre les cancers, mais à l'inverse, trop de gras, et même quand on a un tout petit peu de gras, c'est les leptines. Les leptines qui, elles, ne sont pas bonnes pour notre santé, qui favorisent les cancers, qui protègent les cellules du cancer. Donc, au final, si je comprends bien, c'est du muscle en mouvement, pas beaucoup de graisse. Ça, si je me trompe pas, c'est ce qu'on va appeler l'activité physique, les résultats de l'activité physique. Donc, l'activité physique a un impact sur le cancer? Absolument. L'activité physique régulière est un traitement scientifiquement prouvé depuis des années par plusieurs études. C'est un traitement non médicamenteux en complément, j'insiste, en complément de la prise en charge médicale. Attention, j'ai pas dit de lâcher de ne pas aller voir son médecin, de ne pas aller voir les spécialistes. En complément de la prise en charge, l'activité physique est un traitement. Alors, il y a beaucoup d'études qui sont faites sur l'activité physique actuellement. On sait que l'activité physique régulière, une demi-heure, 1 heure tous les jours, aide à la perte de poids. La perte de poids chez la femme ménopausée ou préménopausée permet d'éviter certains cancers. Mais même quand on fait de l'activité physique sans perte de poids, les études ont retrouvé qu'il y a une action sur la survenue du cancer, mais aussi dans le cadre du traitement des cancers. Wow. C'est quand même assez surprenant et en même temps logique, vu l'explication qui nous a été donnée par le docteur Louis.
L'activité physique en prévention, pendant le traitement, je suppose aussi après, en rémission. C'est pas interdit. Mais l'activité physique, docteur, on est bien d'accord qu'on parle pas d'aller pratiquer un sport de manière intensive. On dit pas à tout le monde d'aller s'inscrire à la salle et de s'y mettre à fond. C'est vraiment une activité physique régulière comme ce qui nous est recommandé. Absolument. Alors, quelques chiffres. L'activité physique régulière permettrait de réduire le risque de cancer du sein de 27% chez les femmes préménopausées. Donc, on revient sur ce que tu disais. Quand on sait qu'il y a déjà un terrain, vaut mieux perdre du poids avant la ménopause. Bien sûr. Donc, 27% permettrait de réduire le risque de cancer du sein de 31% chez les femmes post-ménopausées. Donc, à tout moment, l'activité physique peut être utile. Vous êtes ménopausé, vous êtes atteint d'obésité. Il est toujours temps de se mettre à l'activité physique pour éviter un cancer après la ménopause, un cancer du sein après la ménopause. L'activité physique permet, en plus, de lutter contre 3 facteurs de risque modifiables: l'obésité, la sédentarité et l'inactivité. Sûr. Mais du coup, je l'ai dit tout à l'heure, vous m'avez pas repris, c'est que j'ai pas tort. On peut s'entraîner, on peut avoir une activité physique pendant traitement si on est atteint d'un cancer. L'activité physique est bénéfique et impactante avant, afin d'éviter la survenue d'un cancer. Pendant le traitement, l'activité physique est bénéfique, prouvée scientifiquement. Elle agit sur la douleur. Donc, elle diminue la douleur liée au traitement. Elle diminue la fatigue liée au cancer et au traitement. Elle augmente le lien social, puisqu'avec le cancer, le traitement, le sujet a tendance à se renfermer chez soi. Pratiquer une activité physique régulière permet de renforcer la qualité de vie pendant le traitement. Il permet une meilleure adhésion au traitement, parce que forcément, si on a une meilleure qualité de vie, on a moins de douleur, moins de fatigue, on est plus apte à pouvoir suivre sa chimiothérapie. L'activité physique a également un impact sur les récidives. Ça évite les récidives. Les récidives, pour rappel. Le cancer, c'est-à-dire une fois qu'on a eu la rémission. C'est ça. Une fois que nous sommes guéris, ça permet, et j'ai oublié, ça permet de retrouver du lien, non seulement retrouver un lien social, de communiquer, mais même de retrouver une activité professionnelle. Donc, et aussi, donc, après, ça permet d'éviter la récidive. Bien sûr, parce que bien dans sa tête, bien dans son corps, après, le relationnel peut se remettre en place plus facilement. Ceci étant dit, c'est pas quelque chose qui est très souvent vu chez les personnes atteintes de cancer. Comme vous l'avez dit, enfin, comme tu l'as dit, elles reviennent souvent, elles restent centrées sur elles-mêmes, moins envie de bouger, un peu perdre du goût de la vie. En tant que médecin, comment conseiller à ces patients de pratiquer une petite activité physique pour retrouver le moral, pour baisser la fatigue? Comment les amener à ça, sans pour autant les brusquer de par ce qu'ils vivent déjà? La première des choses, c'est de donner l'information. Partager l'information, dire que c'est scientifiquement prouvé, ça interpelle. De dire que l'activité physique, maintenant, on parle même d'ordonnance, de prescription, ça commence à se faire. C'est pas encore une pratique courante, mais elles vont sortir avec des ordonnances, disons, de pratiquer un certain nombre de séances d'endurance, d'étirement, de renforcement musculaire. C'est codifié, l'activité physique. Et donc, quand elles auront une ordonnance pour dire que de la même manière que tu prends le traitement médicamenteux, voici l'ordonnance pour faire une activité physique. Aujourd'hui,
il y a un grand travail qui est fait pour pouvoir organiser la prise en charge de ce qu'on appelle l'activité physique adaptée. Et il y a beaucoup d'initiatives mises en place. Alors, sur différents territoires, il y a beaucoup d'associations qui font un travail de fourmi et que je souhaite saluer. Amazon n'est pas que en Outre-mer. Donc, moi, je connais surtout le travail d'Amazon en Outre-mer et elles sont formidables. Oui. Toutes les femmes qui sont atteintes de cancer deviennent des Amazones. Et les Amazones connaissent parfois mieux que nous l'apport de l'activité physique et recommandent, elles donnent de précieux conseils. Et donc, une Amazone qui dit à une autre Amazone va faire du sport par rapport à telle raison, telle explication, tel bénéfice attendu, ça passe très bien. Donc, moi, je conseille aux femmes de se rapprocher de ces associations comme les Amazones qui existent sur différents territoires pour permettre justement ce lien social, mais aussi qui donnent de précieux conseils comme l'activité physique. Et là, on voit bien aussi que même la manifestation d'Octobre Rose avec les foulées du ruban rose ont une signification parfois que les gens ne savent pas. Ils pensent que c'est simple. Non, c'est très, très significatif. Bien sûr. C'est un des meilleurs traitements non médicamenteux pour prévenir, pour aider à la guérison et à la vie, à la qualité de vie après la guérison. J'aurais pas mieux dit. C'est important de se rappeler à tous qu'un diagnostic n'est et ne sera jamais une condamnation. Il y a toujours des choses à faire pendant, parce que le diagnostic n'est pas la fin. C'est que le début d'une nouvelle épreuve / aventure pour les plus optimistes. On a toujours notre part à apporter. Peu importe le diagnostic, on peut toujours faire quelque chose. Bien, écoutez, Dr Gruet, merci. Merci beaucoup. Merci pour votre intervention sur le cancer du sein. Chers internautes, auditeurs et auditrices, je vous invite à aller écouter le podcast que nous avons enregistré la fois dernière sur le col de l'utérus et le papillomavirus, toujours avec le Dr Gruet. Écoutez, c'est la fin. Nous allons clôturer. Merci beaucoup, Dr Gruet, pour votre temps, votre disponibilité, votre bonne humeur. L'équipe Vipro vous remercie. Je vous en prie. Merci beaucoup pour l'invitation. À très bientôt, Célia. À bientôt. Au revoir. Au revoir.